Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à tous d'être avec nous. Vous êtes nombreux en direct. Il y en a encore d'autres qui vont nous rejoindre, que ce soit d'Asie, d'Amérique, d'Europe. Donc un très grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est est-il opportun d'investir sur les marchés financiers? Donc une vaste et large question. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Aurélien Auglan, qui est le responsable Asset Management du groupe Equance, notre partenaire. Donc, c'est un véritable expert sur ce sujet. Vous êtes certainement nombreux à avoir beaucoup de questions sur ce sujet. Donc, c'est le moment. On a à peu près une heure ensemble, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, un peu plus. Ça serait bien. Donc, n'hésitez pas, surtout posez vos questions. Donc, vous avez le petit onglet questions dans la colonne de droite. C'est très facile, ça fonctionne comme un chat. Et déjà, j'allais vous dire, commencez par nous dire un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le continent américain, sur le continent asiatique? Faites-nous un petit coucou, dites-nous bonjour. Ça ferait plaisir de savoir un petit peu. Voilà, on a déjà la première question d'Isabelle qui est à fond. Isabelle, on vous répondra. On va juste se présenter un petit peu tous. Dites-nous, Isabelle, où vous êtes. Et puis dites-nous tous où vous êtes. On est déjà un peu plus d'une soixantaine, un peu plus d'une cinquantaine en live actuellement et on sera certainement davantage. Donc faites-nous un petit bonjour pour nous dire où vous êtes aux quatre coins du monde. Et Aurélien va donc évidemment. Alors Isabelle, elle est à Athènes, Jean-Baptiste, il est au Portugal. Donc évidemment, on va vous répondre à tous. Vous avez compris le système, posez vos questions. Je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay si vous ne pouvez pas assister à tout. Donc dès la fin du webinaire, vous recevrez un mail et vous pourrez y assister en replay. Vous pourrez le faire connaître aussi aux amis qui n'ont pas eu la possibilité d'y assister en live. Donc voilà, donc on a tout pour que ça se passe bien. Olivier est à Bangkok, Laurence est à Munich. Et je vais donner la parole en 2-3 mots à Aurélien, donc notre expert du jour, pour qu'il se présente et qu'il nous présente un petit peu le groupe Equance et Asset Management. Donc bonjour Aurélien. Bonjour Hervé, merci pour l'invitation. Merci au Petit Journal de nous donner la parole, le groupe Equance, aujourd'hui pour ce webinaire sur les marchés financiers. Donc, comme tu l'as présenté, je suis Aurélien Auglan, je suis responsable de l'asset management chez Equance, donc tout ce qui est gestion d'actifs, dit en français. Equance, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un groupe de gestion en patrimoine, de gestion privée internationale. Donc, nos objectifs sont d'accompagner nos clients et de les conseiller sur leurs problématiques patrimoniales, qui sont de 3 ordres, les problématiques civiles, tout ce qui va avoir trait aux régimes matrimoniaux, aux transmissions, etc. Les problématiques fiscales, donc tout ce qui va concerner les déclarations d'impôts, le traitement des différents revenus et comment les optimiser. Et enfin, le troisième pilier de cette gestion patrimoniale, c'est tout l'aspect économique et donc tout ce qui a trait au placement financier, immobilier. Et moi, dans ce dispositif, je suis particulièrement en charge de l'aspect financier. Voilà Hervé pour la présentation. Alors, un mot aussi sur notre présence, puisque le Petit Journal est présent dans le monde entier. Equance a cette particularité de travailler avec des clients dans le monde entier. On est présent sur tous les continents, les 5 continents. Donc, vous avez un consultant qui est proche de chez vous pour tous ces aspects. Si vous avez une interrogation, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre site. Et aujourd'hui, moi, je suis présentement sur le siège de Montpellier, où on est une trentaine de personnes à travailler en service au support. Voilà pour les présentations du groupe Equance. Parfait, merci beaucoup Aurélien, merci au groupe Equance, notre partenaire, pour nous faire confiance. Je pense que le webinaire va être extrêmement utile. On a Fabrice qui est à l'île Maurice, Marius qui est à Varsovie, Florent qui est au Qatar. Avant de poser vos questions, les internautes, c'est le moment. Notre expert Aurélien est là, éditeur pour vous, donc vraiment poser toutes vos questions concernant l'opportunité d'investir sur les marchés financiers. Vous allez avoir vraiment les très bonnes réponses. Peut-être Aurélien, justement, une première question, ça serait de dire, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Quelle est la conjoncture? Est-ce que placer sur les marchés boursiers aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, merci Hervé. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors avant de répondre tout de go,
Il faudrait faire, je vais faire un rapide point sur la situation actuelle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a traversé une des plus graves crises sanitaires de ces dernières années, ces dernières décennies, qui a eu pour conséquence et pour impact le plus important de paralyser les économies mondiales. Alors, ça a commencé par la Chine, puis ça s'est déplacé sur le continent européen et le continent américain. Et durant cette période de confinement, tout était à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers? Il y a eu une chute brutale. Si on se souvient de l'année dernière, début d'année 2020, vers fin février, début mars, il y a eu une très forte correction, alors qui s'est fait sur quelques jours, une correction de près de 40% des marchés financiers. On avait connu une année 2019, une très belle année 2019, où les marchés avaient été fortement en hausse, et on était sur cette tendance, janvier, début février, de continuer cette progression. Le Covid arrive, effondrement des cours, et à l'inverse des autres crises, la crise financière par exemple de 2008 ou la crise de la bulle technologique des années 2000, les banques centrales sont très rapidement intervenues en investissant, en injectant massivement des liquidités, donc tout ce qui est la politique d'assouplissement monétaire, en injectant massivement des liquidités pour permettre de ne pas gripper l'économie. Il y a eu en parallèle de ça les gouvernements qui sont également intervenus pour soutenir l'économie. Alors si on prend le cas de la France, ça s'est manifesté par des politiques de soutien à l'emploi, le chômage partiel par exemple, de soutien aux entreprises avec des prêts à taux zéro, des prêts garantis. Les banques également, ça fait un petit peu moins de bruit dans la presse, mais les banques ont soutenu les entreprises. Donc voilà, il y a eu tout ce mécanisme de soutien très rapide sur cette crise, ce qui a fait que les marchés, au final, ont très vite rebondi, et printemps 2020, donc l'année dernière, autour du mois d'avril, mois de mai, déjà on était sur un rebond de l'économie. Et on s'est aperçu au fil de l'année, avec des avancées sur le vaccin, qui a été mis en œuvre en fin d'année dernière et tout au long de l'année 2021, que le risque sanitaire, on pouvait en sortir. Alors, on n'en est pas encore totalement à l'abri, mais on est dans de meilleures postures par rapport à hier. Donc, l'intervention des banques centrales, l'intervention des gouvernements et une amélioration sanitaire ont fait que les marchés financiers ont rebondi très fortement, et les prévisions de croissance au final, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un blocage de l'économie, donc une économie totalement à l'arrêt. Les prévisions de croissance ont été reportées pour l'année 2021, enfin, là cette année, et 2022, et on table sur des perspectives de croissance qui sont très favorables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver les marchés financiers élevés. Ce sont des niveaux qui sont peut-être proches des plus hauts historiques, mais au final, il y a encore un potentiel, et on le verra, je pense, dans le suivi de la discussion. Et n'hésitez pas à poser des questions pour rentrer un petit peu plus en détail sur cette question: comment investir aujourd'hui, et est-il opportun d'investir sur les marchés financiers? Merci Aurélien. Alors effectivement, on commence à avoir les premières questions des internautes. Jean-Christophe, mon son est un peu bas, donc faites-moi signe si vous m'entendez bien. À la limite, le plus important, c'est que vous entendez bien Aurélien. Moi, je pose des questions, donc j'espère que ça va. Je monte un petit peu le volume. Bonjour Philippe, bonjour Capucine, donc Jean-Christophe. Allez, on commence avec les premières questions. Aurélien, donc une première question qui est
sur la correction des bourses de 15 à 20%, quand passez-vous? Et une autre question c'est deux questions de Philippe qui vont un petit peu avec, c'est quand est-ce que la BCE va réduire ses rachats de titres et quel sera l'impact sur les marchés boursiers? En fait, finalement, ces injonctions de liquidité, ces injections, pardon, quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus? Et quel impact ça aura sur les bourses? Alors, effectivement, cette injection de liquidité qui a été sans précédent et sans commune mesure, il va falloir ces liquidités les retirer à un moment donné du marché. Mais les messages qui sont donnés par les banquiers centraux, aussi bien de la Fed aux États-Unis que ceux de la Banque centrale européenne, sont clairs. Il n'y aura pas de tapering, le phénomène de réduire cette masse monétaire en circulation. Ça n'interviendra pas au moins avant 2023. Pourquoi? Parce que cette politique de quantitative easing, elle a déjà été testée, ça a été testé lors de la crise des subprimes. Et si on se souvient bien, déjà en 2013, la Fed avait tenté de mettre un ralentissement à cette injection de liquidité et voire en retirer un petit peu. Et ça avait eu pour effet très rapide un effet négatif sur les marchés financiers avec un début de crainte des investisseurs et ça avait fait baisser très, très fortement les marchés financiers. Donc aujourd'hui, les banquiers centraux ont appris de cette expérience de 2013, de cette première crise des subprimes. Et le message est très clair aujourd'hui aux investisseurs, il n'y aura pas de réduction d'actifs dans les prochains mois, ni même pour l'année 2022. Donc le risque aujourd'hui de se retrouver à court terme avec une crise de liquidité est à écarter. Sauf, on peut pas écarter tous les risques à 100%, mais disons qu'on a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de réduction d'actifs. Merci Aurélien. Quels sont les secteurs qui sont le plus porteurs vers lesquels on pourrait se porter? C'est une question de Philippe comme nos internautes. Est-ce qu'il y a cet horizon qui sont plutôt favorables, peut-être des secteurs plus que d'autres qui ressortent? Oui, bien sûr. On l'a vu, cette crise du Covid a mis en avant de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de travailler avec le télétravail. Donc, des secteurs porteurs, on a vu que si on regarde un peu le marché action, comment il s'est comporté, on a eu des actions dites de croissance. Alors, des actions de croissance, c'est des actions sur lesquelles les gérants vont se privilégier les flux futurs de trésorerie. Donc, ils vont privilégier la croissance des bénéfices, la croissance du chiffre d'affaires. Donc, voilà, toutes ces prévisions, c'est ceux qui font les valeurs de croissance. Et les valeurs de croissance telles que la technologie, la robotique, la santé, sont les secteurs de demain. Et ce sont ces secteurs qu'il faut privilégier aujourd'hui, du moins pondérer dans une allocation de portefeuille. Voilà, c'est quelques idées sans donner de nom en particulier. Et par rapport au support, Aurélien, est-ce qu'il y a des supports, peut-être vous pouvez nous redire quels sont les différents supports sur lesquels on peut jouer sur les marchés financiers? Bien sûr. Alors, pour investir sur les marchés financiers, tout va dépendre de l'instrument qu'on va utiliser. On va pouvoir investir en direct sur le marché action, donc soit au travers d'un compte titre ou d'un PEA en France sous certains critères. Donc cela, ça va permettre d'acheter des titres en direct, des titres vifs, aussi bien des actions que des obligations. Ou alors on va passer par des OPCVM. Ce sont des fonds, des paniers
des paniers d'actions ou des paniers d'obligations. Et des fois, ça va être des paniers diversifiés où il va y avoir des actions, des obligations, des produits de taux, hein, donc, du monétaire. Voilà. Donc ça, ce sont les différents moyens d'investir sur les marchés financiers. Si on parle de support à proprement parler sur ces secteurs, il va falloir choisir en fonction de la thématique voulue, donc la technologie, et on va filtrer les différents supports qu'on va avoir. Mais pour avoir une idée, par exemple, l'indice américain, le Nasdaq, recoupe toutes les valeurs technologiques. Et à l'intérieur, on va pouvoir trouver ces valeurs sur cette thématique particulière. Merci Aurélien. Alors, plusieurs internautes me signalent qu'on m'entend mal. Je suis désolé. J'espère que ça va se résoudre. Apparemment, Aurélien m'entend bien et d'autres m'entendent bien également. Peut-être que je vais vous demander un petit exercice Aurélien. Si vous posez les questions, je peux juste reprendre la question en réponse de façon à ce qu'on entende. Je suis désolé, c'est un petit exercice qui n'était pas prévu, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci pour vous. On a une question de Nicolas qui est à Hong Kong et qui demande quelle est la situation actuelle en Chine avec la chute du promoteur immobilier Evergrande, et est-ce que cette crise peut s'étendre à l'international? Oui, alors je vais reprendre, merci Hervé, je vais reprendre la question de Nicolas. C'est le risque du géant immobilier Evergrande qui est presque en défaut de paiement en fait. Et donc quel est le risque de cet acteur de poids dans l'économie chinoise et quel pourrait être l'impact sur les économies mondiales? Alors effectivement, il y a deux choses à retenir sur cet acteur, ce mastodonte. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes avec Lehman Brothers, où on disait too big to fail, trop gros pour chuter. Effectivement, Evergrande, c'est un mastodonte immobilier, c'est un conglomérat. Hein, c'est au départ qui était dans l'immobilier et puis qui s'est diversifié dans la culture, dans le divertissement, dans le sport également. Donc, c'est un risque systémique, hein, puisqu'il y a un passif de près de 300 milliards de dollars qui pourrait ne pas être honoré. Mais le risque est si important qu'il nous semble, et qu'il apparaît aujourd'hui, que Pékin, hein, les autorités chinoises, vont tout faire pour ne pas permettre justement la chute de cet acteur. Et donc, parce ce qu'il faut comprendre, c'est que Evergrande, c'est immense. Hein, je crois que ça emploie quasiment 3 millions de personnes, directement ou indirectement. Hein. Donc, on comprend très vite le risque que ça pourrait faire courir à l'économie chinoise et par ricochet à l'économie mondiale. Donc, je pense que ce point aujourd'hui est pris en charge par les autorités chinoises et le risque qui s'effondre est léger. Merci Aurélien. Alors, j'ai bougé un petit peu mon ordi. J'espère que vous m'entendez mieux. Moi, je t'entends bien. Ça serait idéal. Heureusement, Aurélien, vous m'entendez. Donc, ça, c'est parfait. Merci pour votre réponse. Je continue avec les questions des internautes. Posez bien vos questions. J'espère que vous posez bien vos questions. Alors, Béatrice a une question. Elle demande est-ce qu'il vaut mieux investir en France ou en Grande-Bretagne lequel de ces deux systèmes financiers présente-t-il le plus de sécurité pour l'investisseur? Et j'allais dire au-delà. Est-ce que finalement, il vaut mieux investir dans la bourse du pays où on réside, où ça n'a aucune importance, ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers certaines bourses qui sont mieux orientées? Quel est votre avis, Aurélien? Alors, merci pour la question. Je vais la répéter peut-être, je ne sais pas si tout le monde entend. C'est l'intérêt d'investir en Grande-Bretagne, hein, peut-être pour un résident de Grande-Bretagne, sur la place financière de Londres, ou vaut mieux investir en France, et plus généralement, vaut mieux investir dans son pays de résidence ou dans le pays dans lequel l'action est située, ou du moins l'entreprise sur laquelle on veut investir est située.
Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la finance est mondialisée. Les places boursières, on peut investir aussi bien en France, de France, et acheter des actions américaines, des actions chinoises, des actions anglaises. Le lieu de situation n'a, pour ainsi dire, pas d'importance à proprement parler pour l'investissement. Là où ça aura de l'importance, ça sera sur la détention de l'actif en lui-même et peut-être l'impact que ça va avoir sur cette situation patrimoniale, aussi bien d'un point de vue fiscal que d'un point de vue économique. Mais pour l'accès à l'investissement, le fait d'être en France ou en Grande-Bretagne a très peu d'importance. Toutefois, j'apporterai sur le cas de la Grande-Bretagne, je nuancerai un peu mes propos avec le Brexit qui récemment est rentré en vigueur. Et on a vu de nombreuses sociétés de gestion qui étaient localisées à Londres se déplacer sur le Luxembourg. Donc il y a toujours un risque peut-être réglementaire qu'il faut prendre en compte, mais sur le fait de l'accès à l'investissement en lui-même, il n'y a pas de changement. Enfin, il n'y a pas de limite. Et est-ce qu'il y a un impact sur le fait d'être non-résident fiscal en France, par exemple, par rapport à certains placements ou d'autres? Bien sûr. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impact d'être non-résident par rapport à tel type d'investissement va y jouer. D'une part, sur la fiscalité. On ne va pas être fiscalisé pareil en fonction de son lieu de résidence. Et également sur l'accès à certaines enveloppes. Par exemple, je parlais du PEA tout à l'heure, qui est le plan épargne en action. Il est ouvert aujourd'hui et éligible à un résident fiscal de France. Le PEA ne pourra pas être ouvert, je dis bien ouvert, par quelqu'un qui est non résident. Voilà. Donc il y a cette limite sur l'accès à certains instruments et une limite également, du moins une limite, un point d'attention sur la fiscalité qui peut être mise en œuvre en fonction du pays de résidence. Très bien, merci. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. J'espère que vous m'entendez mieux. Mon ordi, a priori, ça devrait passer. Fabrice nous demande, est-ce qu'on peut aborder la question de la dette? C'est en fait, lui s'inquiète parce que la dette, avec le coût, elle est plus vertigineuse, elle est très élevée. Et est-ce que ça peut avoir une implication sur les marchés européens? Oui, si on raisonne. Alors, ma réponse oui, pardon. est peut-être un peu abrupte comme ça. Je vais reprendre la question, c'est est-ce que le poids de la dette, au final, n'est pas trop important et quel est le risque encouru pour le marché européen? Oui, le poids de la dette, effectivement, il est important. Hein, mais le pourquoi de cette dette, c'est justement parce que les économies, au final, ne sont pas tombées l'année dernière. Il y a eu ce soutien des banques centrales, ce soutien des gouvernements, qui ont fait que, au final, le remède, si on le regarde comme ça de manière empirique, est peut-être plus important, plus grave que le mal, mais c'était la réponse obligatoire et qui a été prise par les banquiers centraux. Et c'est un peu le quoi qu'il en coûte, ou précédemment le whatever it takes de Mario Draghi. Donc c'est un peu dans cette tendance que le poids de la dette inexorablement augmente, mais on la reporte. Et aujourd'hui, c'est pas un sujet, la dette. C'est pas un sujet à les reporter, et on verra comment on va pouvoir évoluer par la suite. Allez, j'ai une question de Jean-Christophe. J'espère les internautes, si vous m'entendez mieux, signalez-moi, parce que c'est ultra à Aurélien, malheureusement, de devoir reformuler les questions à chaque fois, et il fait très bien, et merci beaucoup Aurélien, mais c'est vrai que si vous m'entendez bien maintenant, faites-moi un petit signe, mettez-moi un petit message, ça serait super. Jean-Christophe me demande en fait si finalement
la peur d'une baisse des marchés ne serait pas tout simplement liée aujourd'hui à une simple correction parce que les marchés sont montés trop haut et sachant que les banques centrales vont continuer d'émettre les liquidités selon le besoin, le cas échéant. J'ai pas entendu la fin de la question. Alors, la peur des marchés financiers, la peur d'investir aujourd'hui, je crois, c'est ça. Oui, en fait, parce que les marchés sont montés trop haut, c'est ça? Est-ce que finalement on est très haut et du coup c'est une correction normale en fait? D'accord. Alors, je comprends cette question qui est un peu le sentiment de chaque investisseur au moment de rentrer sur le marché. En fait, c'est la question centrale, hein, c'est comment rentrer sur les marchés et quand rentrer sur les marchés. Je crois que quand rentrer sur les marchés, on ne le saura jamais. C'est chercher le market timing, quand rentrer ou quand sortir. Chercher le meilleur point d'entrée ou le meilleur point de sortie, aujourd'hui c'est impossible à trouver. Il y a trop de volatilité peut-être sur courte période. Et cette volatilité, c'est un peu le pendant du marché action. Plutôt que de chercher à quand rentrer ou à quel niveau est-ce que les marchés sont trop hauts ou quand rentrer, il faut rester investi, il faut rentrer sur les marchés et pas se poser la question du market timing. Quand on rentre sur les marchés financiers ou quand on investit sur les marchés financiers, on le fait, à l'instar du marché immobilier, on le fait sur longue période. Du moins dans une optique de gestion patrimoniale, et nous c'est dans cette optique qu'on accompagne nos clients, c'est vraiment une amélioration du capital, une augmentation du capital sur une période de long terme. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut définir un niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Et après, la question du point d'entrée ne se pose plus. On va rentrer sur les marchés et si on sait qu'on a du temps, et l'histoire nous le prouve, si on reprend ne serait-ce que les 20 dernières années, aujourd'hui, on a connu trois crises financières, dont une qui était sanitaire, mais il y a eu 3 crises boursières. La crise technologique au début des années 2000, la crise des subprimes et la crise du Covid l'année dernière. Si on reprend les marchés actions en 2000 à aujourd'hui, on est revenu à ces niveaux de 2000 et on les a même dépassés. Donc, pour un investisseur qui a du temps, peu importe le point d'entrée, on sait que le marché action surperformera, quoi qu'il arrive, les autres classes d'actifs. Et ce que je dis, c'est pas Aurélien Anglin qui le dit, c'est les chiffres qui disent. Les analyses, on peut prendre, peu importe la période, qu'on le fasse sur 3 ans glissants, 5 ans glissants, sur 10 ans, le marché action va surperformer toutes les classes d'actifs. Donc, essayer de rentrer en fonction d'un niveau, c'est se mettre des freins et de rester au final en dehors, de rester liquide. Et on voit très bien aujourd'hui dans cet univers obligataire qui ne rapporte plus rien, les rendements sont très faibles, rester hors marché aujourd'hui est plus préjudiciable que de craindre une correction en étant investi. Quels sont justement les gros avantages des marchés actions par rapport à l'immobilier ou à d'autres types d'investissements? Alors, il y a pléthore d'avantages, mais les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est la liquidité. Le marché action, aujourd'hui, c'est le marché le plus liquide. Il y a une profondeur de marché qui est immense. On peut investir sur toutes les thématiques, tous les univers d'investissement, tous les univers, tous les secteurs, toutes les zones géographiques. Il y a la performance, bien évidemment. Ce que j'ai dit lors de la question précédente, la performance des marchés actions sur longue période est sans commune mesure par rapport aux autres classes d'actifs. Et enfin, le troisième avantage qu'on pourrait mettre en avant, c'est la diversité, c'est la diversification qu'on va retrouver. Et justement, est-ce que vous conseillez, vous, Aurélien, davantage
diversifier son portefeuille ou je dirais de centraliser sur un type d'actif en particulier? Alors, la diversification, c'est le maître mot en fait de la gestion patrimoniale. On ne va pas être investi sur une seule classe d'actifs ou sur une seule action. Au même titre qu'un patrimoine immobilier, il faut le diversifier avec de l'immobilier physique, de l'immobilier papier, peut-être des foncières cotées, des OPPCI. On va diversifier son patrimoine immobilier. Le patrimoine financier, ça va être la même chose. On va investir sur des actions, sur des obligations, sur des zones géographiques différentes, sur des thématiques différentes, sur des titres indirects. Voilà. Et puis, il faut utiliser les différentes enveloppes qui sont à notre disposition. L'assurance vie, par exemple, est une enveloppe qui se prête très bien pour être investie sur les marchés financiers au travers des OPCVM. Donc, pour rappel, c'est ce que je disais tout à l'heure, les OPCVM, ce sont des fonds, des paniers d'actions ou des paniers d'obligations. Se prête très bien pour être liquide. L'assurance vie est un support liquide et c'est une enveloppe merveilleuse pour la fiscalité, alors aussi bien en tant que vie, pour faire des rachats avec une fiscalité avantageuse, et également en cas de transmission. Donc, et le PEA également, pour citer un autre support, le PEA pour optimiser sa fiscalité. Donc, la diversification, effectivement, est le maître mot de l'investissement financier, au même titre que les autres classes d'actifs. Alors, vous avez parlé d'assurance vie, Aurélien. Si moi j'ai une assurance vie et que je vois que finalement l'allocation n'évolue pas, que j'ai les 100 € dans mon assurance vie, du coup, finalement, c'est pas forcément des performances fantastiques. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'assurance vie, c'est vraiment le support qu'il faut privilégier dans une allocation globale de gestion de patrimoine. Il faut en avoir un contrat, ne serait-ce que pour protection et pour transmission et vraiment protéger la famille, mais également pour se créer des revenus ou une poche liquide, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a deux points dans votre question. Il y a d'une part, le contrat n'évolue pas, et le deuxième point, c'est le fonds euro. Le fonds euro, je vais y revenir. Je vais venir sur le fait que le contrat ou la location, du moins, n'évolue pas. Effectivement, choisir ces fonds parmi l'univers disponible chez l'assureur, parfois, ça peut paraître compliqué puisqu'il va y avoir une multitude de fonds et on peut ne pas savoir, à la différence d'une action, ce qu'il y a derrière un fonds. Par exemple, un fonds, c'est un panier d'actions, donc des fois, dans un fonds, vous pouvez retrouver une centaine de lignes, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez l'idée générale, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de réaliser une allocation. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette problématique? C'est de se rapprocher de son conseiller pour avoir une aide et un accompagnement sur le choix de l'allocation, tout en ayant défini d'abord, dans un premier temps, un profil de risque. Et si on veut totalement se décharger de cette gestion, on peut donner un mandat. Donc un mandat, c'est vous déléguer la gestion de votre portefeuille à une personne, une société de gestion, votre conseiller, et c'est lui, en fonction de votre cahier des charges, qui va s'occuper de l'allocation. Et là, vous êtes certain que votre portefeuille, votre contrat d'assurance vie, va être géré par des professionnels qui ont des connaissances et des informations sur les marchés financiers et qui pourront réaliser des arbitrages et faire vivre le contrat dans une optique de performance. Donc le mandat d'arbitrage, vraiment, c'est la solution qui répond à la question de l'internaute. Le deuxième point, c'est le fonds euro. Alors effectivement, le fonds euro, c'est parmi le placement préféré des Français au sein de l'assurance vie, hein, c'est un support qui est garanti et qui, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, offrait un rendement qui était largement suffisant et qui était largement au-dessus de l'inflation.
depuis quelques années, une dizaine d'années si on peut schématiser, il y a une érosion monétaire, une baisse des taux d'intérêt, et le fonds euro ne rapporte plus rien. Aujourd'hui, un fonds euro sur un contrat français, c'est de l'ordre de 1,5 pour les meilleurs, et c'est en deçà de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, elle est à 1,9, 2. Donc, le fonds euro, mathématiquement, si vous investissez de l'argent sur le fonds euro, vous perdez de l'argent. Donc, aujourd'hui, le message que nous essayons de transmettre à nos clients et aux personnes que nous accompagnons, c'est que le fonds euro, c'est plus la solution pour protéger son capital, pour valoriser un capital. Donc, il faut trouver des supports peut-être qui vont être moins volatiles peut-être que le marché action, mais qui vont offrir une performance qui va pallier à l'érosion du fonds euro. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de profil de risque, parce que il faut s'investir sur le marché financier. Il faut accepter la volatilité, accepter des fluctuations que l'on ne connaît pas sur des supports tels que le fonds euro ou sur des supports immobiliers, par exemple. Mais cette volatilité, elle est source d'opportunités. Et comme je le signalais lors de précédente question, si on a du temps, la volatilité n'est pas un sujet. Très bien, merci Aurélien. Allez, les internautes continuent à poser des questions, mais un peu plus de la moitié du webinaire. Aurélien Aublanc, responsable du groupe Equance, est là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser bien vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quasiment 2-3 minutes après la fin du webinaire. Vous allez recevoir un mail avec un lien. Et n'hésitez pas à partager pour vos amis, connaissances qui ne pouvaient pas assister en direct. Allez, on va continuer avec les questions. Philippe nous demande, Aurélien, que pensez-vous des investissements dans les ESG et les fonds à connotation environnementale ou environnementale? Les fonds à connotation environnementale. C'est les, alors si j'ai bien entendu, c'est les fonds ESG et les fonds à connotation environnementale. Oui, c'est ça, exactement, c'est bien ça. D'accord, très bien. Alors, c'est une très bonne question et aujourd'hui on voit de plus en plus de fonds, d'entreprises avec un biais, ou du moins labellisé finance verte, Greenfin ou ESG, des fonds labellisés ISR. Donc ESG, pour reprendre l'acronyme, ça veut dire environnemental, social et gouvernance. Donc c'est des critères de notation d'entreprises qui ont un axe de développement sur la limitation, par exemple, de l'empreinte carbone, une meilleure gestion des déchets, une meilleure consommation énergétique, qui ont également une politique RH qui va être plus en adéquation avec le bien-être des salariés, où l'humain est un peu au centre de l'entreprise. Et gouvernance, on va s'attacher à faire attention sur la rémunération des dirigeants, par exemple. Quelle est la politique de versement des dividendes, comment est l'actionnariat et quel est l'axe de développement. Donc, tous ces critères vont donner une notation à l'entreprise, en gros une bonne note ou une mauvaise note, enfin, peu importe le niveau de graduation, mais ça va permettre d'investir dans quelque chose de plus socialement responsable. Et de plus en plus, les investisseurs, alors ça a commencé par les investisseurs institutionnels, qui, dans leur cahier des charges, demandent de plus en plus d'entreprises qui répondent à ces critères, parce qu'on ne veut plus d'entreprises comme, du moins de scandales, de Dieselgate, par exemple, avec Volkswagen, ou de marée noire avec BP
dans les mers parce qu'il y a des navires qui s'échouent. Donc on ne veut plus entendre de choses qui font défaut sur l'environnement, sur les politiques salariales. Donc les institutionnels ont fait pression sur les gérants pour placer leur liquidité et ils veulent de plus en plus d'entreprises socialement responsables. Donc au départ, on pouvait dire que ces entreprises, elles n'avaient pas de... Il était difficile de faire de la performance, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On arrive à dégager de la performance. On a de plus en plus, ce que je disais, de plus en plus d'entreprises labellisées ISR et de plus en plus d'entreprises font de la performance. De plus en plus de fonds, ce type de fonds font de la performance et il est de plus en plus pertinent d'avoir ce genre de fonds dans les allocations. Alors par contre, il faut être vigilant sur les fonds dans lesquels on investit, vérifier qu'ils sont bien labellisés et qu'ils ont les agréments des autorités. Alors il y a le label ISR, il y a le label Greenfin par exemple, voilà, parce qu'on peut voir une sorte de marketing un peu de finance verte et des fois ça peut perdre l'investisseur. Parfait. Alors, je vais vous poser une question de Béatrice là, qui nous demande, connaissez-vous un pays où la toute simple épargne sur livret, sans prise de risque et disponibilité immédiatement soit bien rémunérée? Alors, j'imagine que c'est pas un pays qui existe, mais en tous les cas, vous allez nous répondre. Et puis moi, après, je vous poserai une question. Aujourd'hui, avoir un placement, un placement sans risque et bien rémunéré, ce n'est plus possible. Ça a eu existé et c'est pour ça, et je comprends l'internaute qui se pose la question. C'est un peu les investisseurs aujourd'hui qui se posent cette question, parce que le fonds euro jusqu'à présent a répondu à ce critère de liquidité, de capital garanti et de rémunération. Mais aujourd'hui, si on prend les taux actuels, les taux d'intérêt, le taux sans risque, ils sont à 0, voire négatifs. Si on prend le taux sans risque de l'État français, donc l'OAT, hein, le taux sur lequel l'État émet des obligations et emprunte à 10 ans, hein, se finance, la rémunération c'est 0,03. C'est-à-dire que vous avez 3 centimes pour 100 euros de placé. Donc sans parler de l'inflation, ça ne rapporte rien. Si on prend les autres pays, l'Allemagne, le T-bond est négatif, hein, il est à moins 0,30. Les USA ont un peu augmenté leur taux, ils sont à 1,30. Le Royaume-Uni, on est dans la même ordre d'idée, donc on est en dessous de 0,5. Il n'y a pas aujourd'hui de pays qui permettent d'avoir une rémunération sans risque. C'est pour ça que le thème de ce webinaire, est-il opportun aujourd'hui d'investir sur les marchés financiers? Oui, c'est opportun et je dirais même c'est impératif. On ne peut pas être investi ailleurs que sur les marchés financiers pour gagner de l'argent, du moins sur cette classe d'actifs. L'obligataire ne rapporte plus rien. Et alors, Aurélien, si je vous challenge un peu par rapport à l'immobilier, par exemple, parce que l'immobilier, c'est comme souvent une valeur refuge. On voit que les prix en France ont tendance à continuer d'augmenter, comme Paris. Quel comparatif on pourrait faire, ou est-ce que c'est deux placements différents, il faut arbitrer son portefeuille avec les deux? Quelle serait votre recommandation? Bien sûr. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur la gestion de patrimoine et sur la construction d'une allocation globale, il ne faut pas opposer deux classes d'actifs, il ne faut pas opposer le financier et l'immobilier. Ce sont deux valeurs, deux actifs complémentaires qui doivent être pondérés en fonction de l'appétence et de la sensibilité de chacun, mais on ne peut pas être 100% immobilier ou 100% financier. Il faut les deux univers dans une allocation parfaitement équilibrée. Pour parler de performance, aujourd'hui, l'avantage qu'on pourrait donner au marché immobilier, c'est qu'il y a une certaine lisibilité, une certaine résilience. On l'a vu l'année dernière lors de la crise sanitaire. Si on prend le marché des SCPI, par exemple, il n'y a pas eu
d'érosion des rendements, les SCPI ont versé les loyers, et il y a très peu il n'y a pas de volatilité sur cette classe d'actifs. Donc ça permet d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une certaine sécurité sur les loyers qui vont être versés, sur les revenus. Mais par contre, on va être sur un horizon qui est très long. L'immobilier, il n'y a pas cette liquidité qu'on peut retrouver sur le marché action, par exemple. Donc, on va être sur un univers long. Les marchés financiers également, on va être sur un univers long. Il n'y a pas cette visibilité qu'on va avoir sur le marché immobilier, mais on aura la liquidité en échange. Et également des opportunités peut-être un petit peu plus importantes en fonction de la volatilité sur ces marchés. Merci Aurélien. Allez les internautes poser vos questions. Il reste un gros quart d'heure. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Moi, j'entends parler, Aurélien, de blockchain, de crypto-monnaie, de Bitcoin. Est-ce que c'est des valeurs attractives? Est-ce que c'est intéressant de consacrer une partie de ces investissements? Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, effectivement, c'est un peu l'évolution de la finance aujourd'hui, les crypto-monnaies. Alors, il y a deux choses à dissocier, ou du moins qui sont complémentaires. C'est crypto-monnaie, actifs numériques, et blockchain, qui est la technologie. Si je parle de crypto-monnaie en elle-même, en tant qu'actif numérique et sous-jacent financier, en tant que cabinet de gestion de patrimoine, ou du moins de conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, nous n'avons pas le recul nécessaire pour nous conseiller sur cette classe d'actifs, parce qu'il y a une forte volatilité. Si on prend le Bitcoin, on peut faire plus 40, moins 40 dans une seule journée, mais sans vraiment comprendre les raisons intrinsèques à cette classe d'actifs. Donc, les crypto-monnaies en tant que sous-jacent financier dans une allocation, malheureusement, c'est pas dans notre ADN aujourd'hui en tant que conseiller de gestion de patrimoine. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas investir sur cette classe d'actifs, mais nous disons que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas la conseiller à nos clients parce que c'est un actif dont nous n'avons aucune maîtrise dessus, nous ne comprenons pas vraiment le fonctionnement. Mais on ne peut pas non plus rester à l'écart. Il faut se renseigner, hein, si un investisseur veut, mais il faut creuser derrière ce qu'il y a sur ces actifs. D'un autre côté, la blockchain, là, on parle de l'infrastructure, hein, de la technologie, et ça, effectivement, la blockchain, ça a beaucoup d'intérêt et c'est déjà mis en application dans les secteurs que nous connaissons de la technologie, pour les moyens de paiement, pour sécuriser des transactions. Donc ça, cette technologie, elle existe déjà. La blockchain, effectivement, c'est une thématique, par exemple, sur laquelle on peut investir dans les marchés financiers. Très bien. Allez, les internautes, il reste une dizaine de minutes. Posez votre question. Capucine demande si l'Asie, c'est toujours une zone de haute croissance, une zone où il faut investir. Par ailleurs, on avait une autre question sur les marchés en développement, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique. Est-ce que finalement ces marchés, alors que l'Afrique les a quand même impactés, leur monnaie particulièrement, est-ce que ça a des valeurs qui sont intéressantes? Bien sûr. Quand on construit une allocation, on parlait de diversification tout à l'heure, aussi bien sur la classe d'actifs, mais sur les zones géographiques. Et on sait très bien, donc, les marchés développés, hein, l'Europe et les États-Unis, aujourd'hui sont des marchés qui sont très matures. Et alors, on y quelques secteurs, la technologie, la santé, les perspectives de croissance, on les connaît. Là où il y a de fortes opportunités et de fortes capacités
de création de valeur, ce sont ces zones dites émergentes. Alors, je ne classerai pas la Chine dans les pays émergents, même si dans certains fonds, on classe encore la Chine émergente. Mais l'Asie reste un moteur de croissance, tout comme l'Afrique du Sud, les pays d'Amérique du Sud, avec un point d'attention, c'est qu'ils seront les premiers à être sensibles au moindre mouvement de stress qui seront impactés par les pays développés. La Chine va peut-être interrompre sa production. Ou, les premiers impactés, ce seront les pays d'Asie qui seront les pays sous-traitants ou qui ont un lien avec le commerce avec ces pays. Et également, la forte volatilité des devises peut être un point d'attention sur ces marchés. Mais ça reste des marchés à fort potentiel, mais voilà, faut être vigilant sur les conjonctures de marché. Les internautes, posez vos questions. Il nous reste une dizaine de minutes. C'est le moment de la fin d'avoir Aurélien Blanc, responsable à cette management de fréquence avec vous. Vous pouvez également voir le webinaire en replay, mais si vous voulez poser une question, c'est maintenant. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'inflation, parce qu'on voit des signes de retour à l'inflation, enfin, l'hyperinflation, selon les zones et les pays. Mais est-ce que c'est un signe qu'on doit prendre en compte par rapport à ces placements? Oui, alors l'inflation, effectivement, ça revient un peu dans la bouche de beaucoup d'analystes, de beaucoup d'investisseurs. C'est une des craintes, en fait, de l'investissement sur les marchés financiers, la crainte de l'inflation, parce que ça pourrait bloquer un peu les investissements et faire perdre du pouvoir d'achat. L'inflation, pour rappel, c'est une hausse durable et générale des prix. L'inflation aujourd'hui, telle qu'elle, l'inflation structurelle, c'est pas un sujet. Les banquiers centraux l'ont dit, l'ont répété encore une fois. Certes, il y a une progression de l'inflation, mais elle n'est que passagère. Donc aujourd'hui, le risque inflationniste, il n'est pas avéré. Pourquoi il y a cette inflation? Parce que justement, l'année dernière, il y a eu pendant 2-3 mois, un blocage de l'économie. Et tous les secteurs d'activité étaient touchés. Ce blocage de l'économie, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné des blocages des outils de production. Donc, il y a des pénuries d'approvisionnement aujourd'hui encore. Alors, c'est en cours de rattrapage, mais ce décalage cette pénurie d'approvisionnement, elle se répercute aujourd'hui sur les prix et elle se répercute sur... c'est ce qui fait monter l'inflation, enfin, ce qui fait croître l'inflation, mais elle n'est pas structurelle. Et la croissance qui est attendue encore dans les prochains mois, l'année prochaine, ne feront pas augmenter l'inflation. Et pour rebondir sur l'inflation, justement sur cette crainte de l'inflation, les marchés financiers restent un très bon outil pour se prémunir de l'inflation, justement, en privilégiant des actions dites de croissance, donc qui vont croître beaucoup plus vite que l'inflation. Donc ils vont avoir une prévision des bénéfices, une prévision de croissance de chiffre d'affaires beaucoup plus importante. Donc le marché action, en cas d'inflation, est une très bonne alternative pour se prémunir de ce risque. Allez, on aborde les toutes dernières questions en lien. Merci beaucoup. On a une question de Philippe qui donne le risque de devise. Et le risque de devise est important. Que pensez-vous du risque sur le rouble, la livre turque, le peso mexicain? Mais comment se prémunir contre le risque? Se prémunir, en fait, pourquoi il y a un risque sur les devises avant de
parlais de risque de devise, il y a un risque politique, en fait. Hein. C'est ce qui crée ce risque, tout simplement. Alors, se prémunir, on peut acheter des instruments de couverture. On va acheter, sans rentrer dans le détail, mais on peut acheter des swaps de devises ou acheter d'autres devises peut-être qui vont permettre de compenser la forte variation ou de perte de pouvoir d'achat d'une devise. Mais pour se prémunir d'une devise, il faut acheter d'autres devises et pas être investi uniquement sur une seule devise, du moins si elle a une trop forte variation et capacité de volatilité. Mais le point essentiel, c'est vraiment la stabilité politique dans le pays. C'est ce qui fait la forte volatilité de la devise. Allez, on aborde les dernières minutes de ce webinaire. Aurélien, je vais vous poser une question. En fait, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut investir sur les marchés financiers, un expatrié, quelqu'un qui est résident, qui soit primo-investisseur ou pas à la limite, mais finalement, quelles sont les bonnes pratiques, les bons conseils, les erreurs impactantes quand on veut investir à distance pour la première fois ou alors, la première chose à faire, je dirais, c'est de se faire accompagner par quelqu'un de compétent. Donc, aller voir une société comme la nôtre, par exemple, où on pourra accompagner cette personne dans son souhait d'investir sur les marchés financiers. Être accompagné va permettre de se fixer un budget risque. Alors, quand on dit un budget risque, c'est, dit autrement, c'est son appétence à la volatilité, son appétence au risque, et définir son horizon de temps. Donc, en gros, le cahier des charges. Et une fois que ce cahier des charges est défini, on va choisir le support adéquat. Mais cela passe par une compréhension du besoin de l'investisseur. Donc, une fois que ce besoin est déterminé, on va lui apporter les solutions idoines. Mais le premier point à faire, c'est vraiment définir son appétence à la volatilité et son horizon de temps. Voilà. Une fois qu'on a ce budget risque, on peut investir sur les marchés financiers. Très bien, merci. Et justement, comment le groupe Equance accompagne ces Français d'étrangers dans leur investissement? Comment vous les accompagnez au quotidien? Comment ça se passe? Alors, comme je le disais en préambule, nous avons des consultants qui sont présents dans le monde entier, hein, donc vraiment au plus proche de nos clients, hein, puisque on est présent quasiment dans tous les pays, mais pas loin. Donc, il y aura forcément quelqu'un du groupe Equance vers qui vous tournez. Hein, je parle à nos auditeurs. Il y aura vraiment quelqu'un de proximité. Et ensuite, nous, ici, au siège, et donc en particulier le département dans lequel je travaille, on va, nous, mettre en place des allocations et fournir des solutions en fonction de ce que je disais, hein, de ce profil de risque qu'on aura déterminé au préalable auprès de l'investisseur. Hein. Donc c'est un questionnaire patrimonial. On va comprendre sa sensibilité, son souhait d'investir dans tel ou tel support, sa connaissance des mécanismes financiers, des instruments financiers. Et à partir de là, on va avoir son profil de risque et on va pouvoir l'accompagner dans toutes les solutions que nous avons dans la gestion de patrimoine. Et l'avantage de passer par un cabinet indépendant tel que le nôtre, c'est que nous fonctionnons en totale architecture ouverte, à la différence des banques ou des maisons de gestion. On n'a aucun produit, aucune solution maison. Nous, on va chercher
parmi l'univers d'environnement, le meilleur contrat, peu importe qu'il soit localisé chez X ou chez Y. Nous, on se moque de cela. Donc, on va pouvoir avoir une vision totalement désintéressée et objective de l'investissement, et on a accès à une multitude de supports, aussi bien en France qu'au Luxembourg. Voilà, c'est toutes ces solutions que l'on peut réaliser et accompagner le client. Aussi bien des contrats classiques, mais également des solutions sur mesure dédiées à une personne. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup Aurélien Augan, responsable Asset Management du groupe Equance. On arrive au terme de ce webinaire. Vraiment, encore un très grand merci Aurélien. Je pense que c'était très clair. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot de conclusion, et après je remercierai les internautes. Oui, merci Hervé. Alors merci pour l'invitation à ce webinaire fort intéressant. Et si j'ai un message à laisser qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est il ne faut pas se préoccuper du point d'entrée sur les marchés financiers. Ce n'est pas un sujet. Il faut vraiment lisser l'investissement sur longue période, se fixer du temps et ne pas se mettre de frein en fait. Et le deuxième point, c'est d'être accompagné par des professionnels pour qui c'est le quotidien et c'est le métier. Et voilà, des sociétés comme la nôtre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des besoins de précision, ou si vous souhaitez être accompagné, à nous écrire ou visiter notre site internet, www.equance.com, ou alors par nous joindre par mail contact@equance.com. Voilà, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos besoins en fonction de votre cahier des charges. Ben, parfait. Merci beaucoup Aurélien. Je pense qu'ils seront nombreux les internautes à vous contacter. Merci à tous d'avoir passé cette heure avec nous. Je pense que vous avez pu poser toutes vos questions, avoir toutes les réponses sur l'opportunité d'investir sur les marchés financiers aujourd'hui avec Aurélien Augan, responsable Asset Management du groupe Equance. Vous allez pouvoir visualiser ce webinaire en replay dans quelques minutes. Vous allez recevoir un mail avec le lien. N'hésitez pas à partager ce lien. Il est disponible pour tout le monde. Vous aurez également un article dans les prochains jours sur notre avec la vidéo. Donc pareil, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie à tous pour avoir passé cette heure avec nous. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire du petitjournal.com. À bientôt sur le petitjournal.com au quotidien. Et puis encore merci Aurélien. Merci à tous. À très merci bientôt. Hervé. Merci au Petit Journal et merci à tous nos auditeurs. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée en Asie. Bonjour aux Amériques. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.